Donc déjà, merci à tous d'être présents ce soir pour qu'on discute des parcours obésité. Et donc, alors je vous rassure, je ne vais pas vous faire une présentation cours magistrat sur les recos HS, puisque ça fait littéralement 412 pages. C'est long et pas toujours très pertinent. L'idée, c'est juste de voir un peu ce qui est pratique dans ces recommandations HAS, qui datent de 2022, pour la prise en charge du parcours médical de l'obésité. Et après, en 2024, ils ont sorti la partie chirurgicale, mais que l'on ne va pas avoir aujourd'hui. Et donc, en fait, ce qui est intéressant dans ces recommandations de 2022, c'est surtout qu'il y a une vraie évaluation de la sévérité de l'obésité et de l'orientation du parcours du patient. Suivant. Et donc déjà, si on reprend un petit peu la base de comment on définit la sévérité de l'obésité, on a tous appris que l'obésité, on la stadait en fonction de l'IMC, le fameux indice de masse corporelle qui correspond au poids sur taille au carré, calculé facilement sur Internet. Il y en a qui le font payer, il faut savoir. Et en fait, c'est l'IMC qu'on a appris plus jeune, de 25 surpoids, 30 obésité, 35, 40 pour l'obésité la plus sévère. Ils viennent d'où? En fait, ils viennent d'études d'assureurs américains. Les Américains aiment bien faire ce type d'études. Et en fait, c'est une étude, alors je ne sais pas si ça passe bien, mais en fait, vous voyez ici le ratio de mortalité de hommes-femmes en fonction de l'IMC. On voit qu'à partir de 25 et puis 30, on a une augmentation de la mortalité qui est associée à un IMC élevé. Bien sûr, les IMC bas, c'est plus des complications des nutritions, des pnéumopathies, des choses comme ça. Et la mortalité liée à l'obésité est principalement liée au diabète et aux complications cardiovasculaires. Et donc, mais ça c'était, si vous avez de bons yeux, vous avez vu que c'est des études de 79. Aujourd'hui, on est en 2025, et donc, est-ce que l'IMC, on n'a pas un peu mieux pour évaluer la gravité de l'obésité? Alors ça, c'est une étude non publiée, mais c'est une étude que le service de l'obésité adore montrer quand ils font des cours aux externes. En fait, à la Pitié, on a la chance et le luxe d'avoir une machine qu'on appelle une DEXA, qui est une machine qui nous permet de mesurer de manière assez fiable la composition corporelle. C'est un peu le gold standard. Et on sait que ce n'est pas disponible partout, malheureusement. Et en fait, dans cette étude que Pierre Bellassène, qui est MC dans le service, a fait, c'est qu'il a pris les patients tout venant qui étaient candidats à la chirurgie bariatrique, comme ça ils avaient un bilan, et il a regardé en fait le pourcentage de masse grasse en fonction de l'IMC, puisqu'en fait la définition de l'obésité, c'est pas juste IMC élevé, c'est augmentation de la masse grasse avec conséquences néfastes pour la santé, c'est ça la définition. Et donc en fait, est-ce que l'IMC c'est un bon reflet de la masse grasse? Quand on regarde les points, alors vous voyez que les points ils sont dispatchés un peu partout, mais on voit qu'il y a des patients, si on prend ce patient-là à 40 d'IMC, il n'a pas beaucoup d'excès de masse grasse, alors que celui-là, il en a vraiment beaucoup. Et pourtant, sur la base d'IMC, on va dire qu'ils sont tous les deux aussi sévères. Il y en a un qui a beaucoup plus de masse grasse, donc intuitivement, on comprend qu'il va être beaucoup plus compliqué. Ouais. Donc, en fait, déjà, l'IMC indicateur moyen de masse grasse. Et en plus, subtilité qui arrive, c'est qu'il n'y a pas une, mais plusieurs répartitions de la masse grasse. La masse grasse qu'on dit sous-cutanée ou gynoïde, qui est plutôt la masse grasse de répartition féminine, mais ça peut concerner les hommes, je vous rassure. C'est assez équitable en vrai. Où on va avoir vraiment ce morphotype dit en poire, c'est-à-dire où l'obésité va principalement se concentrer au niveau des membres inférieurs, du tissu sous-cutané, et c'est l'obésité qui va avoir des complications principalement mécaniques, du sommeil, arthrose, etc. À côté de ça, vous avez des patients qui ont des obésités plutôt androïdes, viscérales, où vraiment c'est au niveau du ventre. Et ça, ces patients-là, non seulement ils vont avoir les complications mécaniques, arthrose, etc., liées au poids, mais eux, ils vont développer en plus les complications cardiométaboliques qu'on retrouve après dans le service en diabéto ou en cardiologie notamment. Et bien sûr, on a des patients qui ont un peu les deux. Donc, deuxième niveau de difficulté. Troisième niveau de difficulté, est-ce que, l'IMC, c'est peut-être pas le meilleur marqueur de masse grasse, mais au moins, on a vu que ça prédisait la mortalité en 79. Est-ce que c'est toujours le cas? Bon, c'est toujours le cas, on se rassure quand même, avec ce même profil de courbe en U, où les IMC très faibles à cause de la dénutrition décèdent plus facilement de mortalité infectieuse, et les IMC élevés, plus l'IMC est élevé, plus la mortalité est importante. Donc là, bon indicateur de mortalité, ça va encore.
Mais par contre, ça dit juste, voilà, est-ce que le patient a plus de risque de mourir ou pas, mais ça ne nous dit pas est-ce qu'il a plus de facilité à se déplacer, est-ce qu'il a plus de facilité à respirer, à dormir, à avoir sa vie quotidienne, à s'insérer dans son travail. Tout ça, ça ne nous le dit pas, c'est qu'un chiffre. Donc finalement, est-ce que l'IMC est un si bon marqueur de l'obésité en tant que tel? Pour oui, un peu, parce que là, ça a l'avantage d'être très facile à faire, il suffit d'avoir la poids et la taille, et une calculette. Ça mesure quand même relativement bien la masse grasse dans une certaine limite. Voilà, je vous ai montré la courbe, mais on a des patients, des fois, 32 d'IMC, on se dit, ah là, il est obèse et tout, mais en fait, c'est un rugbyman de haut niveau, et on se doute bien sûr qu'il n'a pas un excès de masse grasse. Et l'autre avantage, c'est que voilà, c'est un bon facteur indépendant de morbimortalité. Par contre, voilà, beaucoup de situations qui mettent à défaut sa puissance dans l'évaluation de la masse grasse. Ça ne reflète pas le tissu adipeux viscéral. Ça, c'est vraiment le tour de taille qui va nous permettre de savoir et qui est vraiment associé aux complications du diabète et de cardiovasculaire et aussi certaines complications digestives comme la NASH. Et ça ne tient pas compte, bien sûr, des complications. On pourrait avoir des patients, si je prends un consulte de tout à l'heure, j'ai des patients avec des IMC relativement semblables, mais pas du tout le même profil de complications. J'en ai qui ont vraiment des complications assez sévères, ou un impact très sévère. Donc il y a d'autres gradations que l'IMC seul pour évaluer le stade d'obésité. Alors, il y a plusieurs classifications. Alors là, j'avoue, j'ai emprunté un peu les diapos du professeur Robert, le chef de service à la pitié, parce que ça fait partie un peu de ses dadas. Il y a une classification canadienne, si je ne dis pas de bêtises, c'est la classification d'Edmonton, qui est une classification où, en effet, on prend en compte, on va dire, le statut médical du patient, avec son IMC et ses complications, SROS, diabète, etc. Mais aussi, on va prendre en compte les facteurs psychologiques, qui sont très souvent intriqués dans l'obésité, la dépression bien sûr, mais aussi on a des patients schizophrènes, bipolaires, etc. Et le retentissement fonctionnel, est-ce que, voilà, à 40 IMC, on a des patients qui ne bougent, qui n'arrivent pas à bouger, et des patients à 40 IMC qui font presque un marathon. Donc c'est pas pareil. Mais bien sûr, ça, c'est pas facile à évaluer en cabinet, en clinique, c'est pas facile, surtout quand on a des consultes de 15 minutes. Autre classification européenne qui reprend à peu près la même chose, qui est basée sur l'IMC, et c'est toujours ces trois domaines, médical, fonctionnel et psychologique. Mais finalement, ça n'apporte pas grand-chose de plus. Et ça, c'est un papier hyper compliqué, je ne le cache pas, je n'ai pas tout compris. Mais heureusement qu'il y a des professeurs universitaires qui les comprennent. Donc c'est un papier de 2025 du Lancet qui essaie de redéfinir ce qu'est l'obésité, au-delà du simple IMC. Et en fait, vous aurez les diapos, je pense, je sais pas, on va pas commenter 10 000 ans là-dessus, mais en fait, ce qu'ils font dans ce papier, c'est qu'ils disent, ok, est-ce qu'on peut pas aller plus loin que juste l'IMC pour estimer la masse grasse, pour pouvoir dire si ce patient, est-ce qu'il est réellement en obésité ou pas. Donc en fait, en reprenant d'autres critères, on a des patients, par exemple, le numéro 4, c'est un patient en IMC à 32,4, donc niveau 2020, il est en obésité, point. Par contre, quand on regarde mesure de composition corporelle, tour de taille, etc., il n'y a pas d'excès de masse grasse. Donc finalement, s'il n'y a pas d'excès de masse grasse, fondamentalement, il n'est pas en obésité. Et donc, hop, ancien diagnostic, nouveau diagnostic, il n'est pas en obésité. À l'inverse, des patients qui sont finalement, le numéro 3, il est en surpoids, donc il ne serait même pas dans le parcours d'obésité ou quoi que ce soit. Par contre, si tout son gras il est dans la masse abdominale, bon là finalement il y a quand même un excès de masse grasse. Donc finalement il est quand même en obésité alors qu'il n'a pas l'IMC de patient en obésité. Donc ça reclasse un petit peu les choses. Et ils vont un peu plus loin, ils vont un petit peu plus loin pour... alors ça, j'aime bien ce schéma parce qu'il est un peu plus pragmatique sur comment évaluer la masse grasse, parce qu'évidemment, on n'a pas d'EXA dans son bureau, on n'a pas non plus d'impédance-métrie facilement disponible. Et en fait, pour évaluer de manière assez facile la masse grasse sans avoir à faire des mesures de composition corporelle, il suffit d'avoir un mètre de couturière et de mesurer le tour de ventre. Ça, c'est un bon marqueur de morbidité cardiovasculaire. Et aussi un ratio qui est pas mal, c'est celui-ci. C'est le ratio largeur sur hauteur. Si on est à plus de 50% de largeur par rapport à la hauteur, on peut considérer qu'il y a un excès de masse grasse.
Et après, la petite ligne en bas, il précise, bon, au-dessus de 40 IMC, on peut considérer quand même qu'il y a un excès de magma de manière pragmatique. Et après, en fonction de ça, on reclasse les patients, donc pas obésité, obésité, et en fonction, on reprend un petit peu, voilà, au cas par cas, l'histoire médicale du patient, ses complications, ses traitements, ses freins à la prise en charge. Et de là, on en définit les patients, on va dire, en obésité franche, et les patients en obésité dite préclinique. C'est un peu le mixte, ces patients un peu frontières, surpoids, obésité légère. Bon, voilà, ça c'est des données de littérature, c'est pas des recommandations. Donc maintenant, les recommandations donc, de 2022, qui datent donc maintenant de 3 ans, de la HAS. Donc cette classification est purement française, donc vous ne la trouverez pas dans des papiers internationaux ou des choses comme ça. Mais en fait, ce qui est intéressant, c'est qu'elle permet de vraiment bien classer les patients, parce qu'il y a des tableaux qui vraiment vous disent, qui vous permettent de mettre le patient dans des cases, pour ensuite lui définir un parcours de soins. C'est ça le truc vraiment important. Les critères pour classer les patients, donc l'IMC, celui-là on n'arrive pas à s'en débarrasser. Il y a quand même l'IMC qui est là. Le retentissement médical, le retentissement fonctionnel, les pathologies psychologiques, voire même psychiatriques. Je vous ai dit que nous, à la Pitié, on suit un certain nombre de patients bipolaires, schizophrènes ou autres, ou dépressifs très sévères. Les troubles du comportement alimentaire, ça c'est vraiment quelque chose qui va changer radicalement la prise en charge entre un patient qui a, entre guillemets, juste des clignotales versus un patient qui a vraiment de l'hyperphagie boulimique régulière. Ça ne va pas être la même prise en charge, on est bien d'accord. L'étiologie de l'obésité, ça c'est plutôt, dans 95% des cas, on a de l'obésité dite commune, c'est-à-dire liée vraiment au mode de vie, avec un terrain un peu familial. Et dans 5% des cas, en effet, on va avoir des obésités liées à des médicaments, à des maladies endocriniennes, à des maladies génétiques extrêmement rares, qui nécessitent du coup un niveau de recours supérieur. Et enfin, un peu le parcours du patient, c'est-à-dire que le parcours, typiquement le patient qui a été opéré d'une chirurgie bariatrique et qui a repris tout son poids, ce n'est pas le même que le patient qui est en début de parcours. On en a un qui est un peu plus avancé dans son parcours et qui nécessite un recours un peu plus élevé. Et donc, une fois qu'on a rentré un peu tout ça dans notre tableau, on peut classer les patients en 3 catégories, en 3 niveaux d'obésité, le niveau 1, niveau 2, niveau 3. Et c'est ça un peu ce qu'il faut vraiment retenir de ces 412 pages, c'est que le niveau 1 c'est la ville, très clairement, c'est-à-dire c'est la prise en charge, c'est des obésités qui sont communes, avec peu de retentissement, peu de sévérité, pas de grosses comorbidités qui compliqueraient la prise en charge. Et donc ça, c'est des patients qui peuvent être suivis en ville, bien sûr, en ayant le parcours en ville adapté, c'est pour ça qu'on est là ce soir. Mais ça, voilà, ça à l'hôpital, ça risque, puisque l'obésité c'est 17% de la population française, peut-être même maintenant 20%, l'hôpital ne peut pas prendre en charge 20% de la population française, évidemment c'est humainement impossible. Bien sûr, la ville c'est compliqué, je l'entends bien. Le niveau 2, c'est des obésités un peu plus complexes, ou qui ont mis en échec le niveau 1, avec des complications débutantes à modérées, c'est-à-dire par exemple l'obésité avec un diabète de type 2, qu'on a un peu plus de mal à équilibrer avec les ADO, un SAOS qui est assez cogné, de la nage qui s'installe, etc. Ça peut être coordonné pas forcément à l'hôpital, mais disons que dans les recommandations, c'est médecin nutritionniste. Donc ça peut être le nutritionniste de l'hôpital, donc là nous on est en recours au niveau 2. Ça peut être le nutritionniste de ville. C'est un nutritionniste, vraiment un médecin spécialisé à la nutrition qui coordonne le parcours. Et enfin, le niveau, donc nous on est niveau 2. Et enfin, le niveau 3, c'est le CSO, qui généralement sont les CHU. Et les soins de suite et réadaptation, là c'est pour les obésités véritablement complexes, les obésités génétiques, les obésités avec des très grosses complications, typiquement à la Pitié, on a un parcours par exemple de patients en obésité avec projet de transplantation rénale. On a des patients qui ont des appareillages respiratoires extrêmement complexes, des patients qui ont des 70 d'IMC. Enfin, voilà, ça c'est un peu ça, la prise en charge CSO, c'est plutôt pour ce type de patients. Voilà, globalement. Bon, ça après, bien sûr, on va passer assez vite, mais ça, globalement, l'idée, on peut peut-être revenir à la diapo juste avant. Ouais. Donc ça, c'est les fameuses cases, bien sûr, ça vous les trouvez en libre accès, on ne va pas les détailler parce que c'est un peu débile de détailler comme ça. Mais globalement, ce qu'il faut comprendre, c'est le niveau 1. Le but du niveau 1, c'est aider le patient. Ah mince, ça a sauté.
à perdre du poids pour éviter les complications. Il n'a pas encore de grosses complications, il a peut-être un prédiabète. On veut lui éviter d'avoir un diabète parce qu'il est à risque, qu'il y a du diabète dans sa famille. Et plus il passe de temps sans diabète, mieux ce sera. Le niveau 2, c'est le patient il commence déjà à avoir des complications. On veut qu'il perde du poids pour améliorer ses complications. Il ne sera peut-être pas en régression, mais diabète sous insuline qui d'un coup, hop, il a perdu du poids, il n'a peut-être plus besoin d'insuline. C'est ça. Et le niveau 3, la perte de poids, c'est déjà beaucoup. On vise déjà le maintien du poids, parce qu'on a des patients, typiquement j'en ai un que je suis, qui prend 10 kilos tous les 3 mois. Il m'a pété la balance d'ailleurs. Non mais c'est horrible en plus en consulte, il se pèse et ça... Bon bref. Donc ça, le but c'est vraiment de maintenir le poids pour éviter que les complications qui sont déjà sévères ne fassent qu'empirer. On a une salle d'hospitalisation à la Pitié, on a des patients qui sont à 70 IMC, qui ont de l'apnée du sommeil sévérissime, des troubles respiratoires sévérissimes, et donc là, on sait que la perte de poids, on ne va pas leur faire atteindre un IMC normal, ça c'est complètement déraisonnable. Voilà, normalement c'est tout. Donc je vous remercie de votre attention. Si vous avez besoin de plus d'informations, vous avez mes mails Pitié et Simone Veil, et sinon je suis toujours là.